Bonsoir, good evening. Je suis Giovanna Borazzi, conservateur en chef ici au CCA, et je vous donne la bienvenue pour ce soir pour la conférence de l'architecte Javier Harpa Fernandez dans le cadre de notre série de programmes publics L'enseignement 2. This series of lecture, Learning From, borrowed the title from the Robert Venturi, Scott Brown famous book and research. And so it's a series of lectures where we invite architects, historians, photographers, lecturers to reflect on a city and take that city as an example where we could learn from. So tonight's lecture is Learning from Madrid and follows the aftermath of the global economic crisis in Spain and is looking at like this vast territory and what this crisis left behind and the idea of incomplete urban spaces or abandoned building and so on. So it's something that we see the effect of the crisis in Madrid, but it's something that we could trace in different countries. So somehow it's a very good example of learning from. Javier Harpa is an architect. He holds a Master of Science in Architecture from Delft University in the Netherlands and is currently guest corrector at the Pavillon de l'Arsenal in Paris and regarding social housing in Paris and professor of landscape architecture at University of Pennsylvania. He worked in a number of different firms as an architect in Argentina, in the Netherlands, in Spain and France, and led several urban planning projects in China. He has lectured in numerous universities, institutions, and international workshops, and recently he organized a conference, The City That Never Was, at the Architectural League of New York. The lecture tonight will be in French, but you can ask questions at the end, both in French and English, or Spanish, as you wish. And so please join me in welcoming Javier Harpa Fernandez. Good evening, bonsoir. Merci beaucoup d'abord au Centre canadien d'architecture de m'avoir invité. C'était pour moi un plaisir de pouvoir parler d'une situation, la situation du pays où je suis né et du pays et de la ville où je suis né. Et c'est en fait, c'est une question délicate, c'est une question même douloureuse. Et les personnes qui ont travaillé sur cette recherche, nous on a essayé de rester assez détachés des questions qui sont très douloureuses pour beaucoup de gens en ce moment en Espagne. Je travaillais comme architecte et comme éditeur en Espagne jusqu'à il y a 2 ans. Il y a des ans, vous le savez bien, il y a 5 ans déjà, vous le savez bien, le pays a subi les frappes de la crise économique d'une façon assez plus forte que d'autres pays et qui ça a laissé un paysage physique et social. En ce moment, on pourrait dire qu'il est dévasté. Donc, avec ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est le résultat d'une recherche, qui est une recherche qui est en cours, que j'ai fait avec un photographe qui s'appelle Ricardo Espinosa. Vous allez voir ses photos. Et aussi avec un professeur de l'Université of Pennsylvania, Christopher Marcinkowski, et le travail de ses étudiants. C'est un travail qu'on a fait en commun pendant 4 ans déjà et qu'on continue à développer en ce moment. Depuis 3 ans, on a commencé à faire ce qu'on dit toujours une espèce de grand tour du XXIe siècle. On a parcouru notamment l'Espagne et on a parcouru notamment la région de Madrid pour savoir qu'est-ce qui s'est passé après 2008. On se retrouve avec ça, on se retrouve avec une ruine. Et un pays qui est complètement en ruine, comme je vous disais, en ruine physique, sociale, morale. Et il faut être assez dur pour essayer de comprendre d'une façon détachée qu'est-ce qui s'est passé. Donc moi j'aime bien commencer avec cette image. C'est une peinture du XVIIIe siècle. Vous connaissez les grands tours. Il y avait les aristocrates européens qui descendaient en Italie ou en Grèce pour connaître les
l'architecture classique et en apprendre d'elle. Et moi, ce que je viens de ce type d'image, c'est d'abord comment on est petite devant la ruine, mais quand même on essaie de l'étudier. Donc la ruine, elle s'impose. Il est parfois difficile de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, mais ce qui s'était bien de la part des architectes, des chercheurs qui ont visité l'Italie et la Grèce à cette époque, c'est qu'ils étudiaient l'architecture classique, mais au même moment, ils étudiaient quelle était la société qui contournait ces ruines-là. C'est ça un peu le travail qu'on a essayé de faire. Un troisième ingrédient que je trouve assez intéressant par rapport à ce que vous allez voir ce soir, c'est comment la nature a repris toutes ces ruines. À partir de ce travail-là, à partir de ce que vous voyez dans une peinture du XVIIIe siècle, moi j'ai rajouté une quatrième couche qui est pour dire que pour moi, cette ruine est aussi la scène d'un crime. C'est comme ça qu'on a travaillé avec le photographe Ricardo Espinosa. Et pour nous, en fait, on a parcouru énormément d'endroits autour de la banlieue de Madrid, et à chaque fois, on se demandait qu'est-ce qui s'est passé. Et chaque photo que vous allez voir de la série Ruins of the Present de Ricardo Espinosa montre un peu les scènes d'un crime. On y va et on recherche des indices. Donc, juste très brièvement, je vais vous donner je vais vous mettre un peu en contexte. Qu'est-ce qui s'est passé en Espagne en 1975? Le dictateur Franco est mort. Après, l'Espagne est un pays qui a une très courte histoire démocratique. À partir de 1975, le pays se développe et il subit ou il expérimente une importante croissance économique, notamment grâce à l'accession à l'entrée dans l'Union européenne à partir de 1986, grâce à l'Union européenne et à des fonds qui vont arriver de l'Union européenne. Comme vous le savez bien, l'Union européenne a cette politique de fonds structuraux pour appuyer ou soutenir les pays les moins développés afin que le niveau de vie de ses citoyens augmente. Bon, ça, je vais aller très vite parce qu'en fait, j'ai entendu que j'ai moins de temps de ce que j'allais parler. Donc, à partir de 1986, l'Espagne expérimente une période de croissance soutenue et assez importante. Il y a 1992 qui est une date mythique pour l'histoire du pays. C'est un peu l'entrée du pays dans le premier monde. Et comment est-ce qu'on a salué le premier monde? C'était avec les Jeux Olympiques de Barcelone et l'Expo universelle de Séville. Et le gouvernement, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est s'en servir de l'architecture, de l'urbanisme pour donner cette nouvelle image et pour transformer en quelque sorte la société. Cette idée d'instrumentalisation de l'architecture, elle continue au long de la décennie des années 90. On arrive jusqu'en 1997 avec cet exemple-là, qui est le musée Guggenheim, vous connaissez très bien, qui déclenche le fameux effet Guggenheim. Cet effet Guggenheim qui a été reproduit par beaucoup de villes partout dans le monde, il a été aussi reproduit par énormément de villes en Espagne. Bon, je continue avec cette petite histoire. En 1998, il y a un ingrédient très important qui se rajoute à cette espèce de soupe ou paella, et c'est la loi du sol. C'est la loi le président, M. José María Aznar, il signe une loi pour laquelle toute parcelle agricole n'importe où dans le pays, et ça peut devenir urbanisable, peut être transformée en sol urbain, si elle n'est pas, à moins qu'elle ne soit pas complètement pleine de raisons pour ne pas l'être, à moins qu'il s'agisse d'un parc national. Toute pièce de territoire, toute parcelle de territoire pouvait devenir urbanisable. Un peu plus tard, et ça, en fait, ce sont les bases de ce qui va venir après, avec l'entrée et l'arrivée de l'euro. Avec l'arrivée de l'euro en 2002, du coup, l'Espagne se trouve avec une monnaie unique, les backups du Banque centrale européen. Et avec une monnaie unique, les taux d'intérêt de l'Allemagne
et le support et la garantie pour les investisseurs étrangers que rien ne va se passer avec leur investissement parce qu'on est bien appuyé par la Banque centrale européenne. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment, aux environs des années 2000? C'est que les courses de la bourse n'étaient pas en bonne forme. Donc il y a énormément de flux de capitaux qui sont partis depuis le nord de l'Europe, depuis l'Allemagne par exemple, et pour investir dans les terrains que M. Aznar venait de libérer. Ça déclenche une boule spéculative assez importante qui est supportée par un système bancaire dual qu'on a connu en Espagne jusqu'à très près. On a le système économique espagnol, le système financier de l'Espagne, pour être très bref, il était divisé en deux. Il y avait les caisses d'épargne. Les caisses d'épargne, ce n'étaient pas des banques commerciales normales, on va dire. Les caisses d'épargne, elles étaient contrôlées par les gouvernements de chacune des régions espagnoles. L'Espagne avait été divisée en 17 régions et chacune de ces régions, elle agissait d'une façon pas indépendante, mais elle essayait de concurrencer avec la région de juste à côté. Donc les pouvoirs régionaux ont eu un outil qui est avoir une caisse d'épargne pour pouvoir financer une énorme quantité de projets. Donc, juste pour vous donner une idée de quoi est-ce qu'on parle, on parle de la troisième ville la plus grande d'Europe, et avec un pouvoir financier concentré. C'est la capitale du pays, c'est la capitale financière, la capitale économique du pays aussi. Et à un moment donné, les responsables de cette ville et de sa région ont décidé de lancer de nouveaux plans pour développer encore plus la ville. Qu'est-ce qu'ils ont fait en fait, les pouvoirs politiques? Ils se sont servis de la transformation du territoire, de la construction de logements et de la construction d'infrastructures comme un fin. Ce n'était pas un moyen pour développer quelque chose, mais l'occupation des territoires et la construction des logements et des infrastructures est devenue finalement la fin, les moteurs économiques. Donc ça déclenche, comme je vous disais tout à l'heure, une boule économique. On a beaucoup construit, 6 millions de logements entre 2000 et 2013, et appuyé sur quoi? Sur une culture de l'achat. Les Espagnols ont toujours eu cette culture d'acheter des appartements, pas de les louer. Donc par rapport, par exemple, à l'Allemagne, en Espagne, les 80-90% des gens sont propriétaires. Ça vient d'une ancienne culture, une culture qui avait été promovue par M. Franco, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et M. Franco, il ne voulait pas des prolétaires, il voulait des propriétaires. Enfin, c'était une espèce de moyens de contrôle social. Donc, les banques, ils savaient énormément des capitales qui venaient, des capitales étrangères, qui venaient faire partir de leurs fonds, et ils sont lancés un programme d'investissement dans les BTP, dans la construction, très important. Que vous le voyez là, en 2006, au sommet de la bulle immobilière, et l'Espagne, le secteur du BTP avait un 20% des parties, et c'est seulement comparable à la Chine. Vous voyez là qu'il y avait les États-Unis au même moment, et ils dépensaient que le 5% de leur GDP dans les BTP. Donc finalement, vous le savez bien, vous connaissez un peu l'histoire, 2008, Lehman Brothers tombe, etc. Et ça entraîne un éclat de cette bulle immobilière. Quelle est la première conséquence? Il y avait énormément de gens qui travaillaient dans ce secteur-là, et comme vous le voyez là, le chômage part dans l'air. On est arrivé on a même touché 27% de chômage, et la situation n'est pas meilleure en ce moment. Bon, je ne veux pas non plus entrer dans des questions tellement économiques. Moi, je ne suis pas économiste. J'essaye avec les autres chercheurs, je suis architecte, j'essaye de voir comment est-ce qu'on est arrivé là. Bon, les pouvoirs publics ou l'État se lance dans un programme des dépenses publiques. Une fois que les privés s'arrêtent, lance les dépenses publiques, la dette augmente énormément. Et voilà un peu la situation où on se trouve maintenant. C'est la ligne verte et la ligne de ce qu'on produit. La ligne jaune est la dette qui est publique. La ligne rose
et la dette privée, c'est-à-dire la dette des familles et des entreprises. Le problème, c'est que la somme de la jaune et la ligne rose ne peut pas payer, ce qu'on produit, qui est un vert, ne peut pas payer la dette qu'on a en ce moment. Donc, je suis allé très vite sur cette, juste pour vous donner une vue du contexte économique. On passe à qu'est-ce qu'on a produit autour de la ville de Madrid tout ce temps-là pendant la bulle immobilière. Dans la recherche, on sépare entre les peripheral developments, toutes les banlieues, les nouvelles villes qui ont été construites plus loin, les infrastructures des mobilités et des grands centres culturels, etc. Et puis, dans le reste de l'Espagne, il y a énormément des projets touristiques qui ont été construits, dont je ne parle pas parce qu'à Madrid, en fait, il n'y a pas le tourisme, il n'a pas un grand poids. Je commence avec les infrastructures. Les infrastructures ont été la base et c'est un peu le squelette qui a permis de construire tout ce que vous allez voir tout à l'heure. Donc, c'est grâce à une croyance dans l'infrastructure comme fin que le gouvernement central, les régions et les villes ont lancé un programme de construction d'infrastructures parce qu'on avait une espèce de croyance en que la croissance serait infinie. Donc, on a lancé la construction d'énormément de kilomètres d'autoroutes, vous les voyez là. Les pays sont à la même échelle. Hein. L'Espagne, c'est le quatrième réseau mondial d'autoroutes au monde. Là, vous voyez, c'est l'évolution des autoroutes autour de Madrid. Et ça, c'est le réseau d'autoroutes publiques à Madrid. Il n'y a pas seulement la construction d'autoroutes publiques qui a été lancée. En ce moment, la ville de Madrid elle a trois autoroutes périphériques. Mais au même moment, le gouvernement régional appuie ou supporte la construction aussi d'autoroutes de péage parallèles qui allaient aussi alimenter le nouveau développement qui allait être construit dans la banlieue de Madrid. Qu'est-ce qui se passe? Que la crise arrive, que la construction s'arrête. Et on commence à voir comment il y a pas mal d'infrastructures autour de la ville qui sont abandonnées. Ça, c'est une autoroute de péage qui est complète. Il manque que la ligne, que la peinture pour fonctionner. Elle n'a jamais été ouverte. Ce sont des images toutes prises par Ricardo Espinosa, où on voit, en fait, en ce moment, cette autoroute elle est utilisée beaucoup par les riverains les week-ends pour faire du vélo. C'est l'un des usages assez intéressants. En fait, quand je parlais tout à l'heure des ruines du XVIIIe siècle, ou les peintures de ruines du XVIIIe siècle, on voit aussi souvent, on voit des bergers, on voit des nouveaux usages. Parce ce qui est intéressant par rapport à ces nouvelles ruines, c'est qu'il y a aussi de nouveaux usages. Voilà, il y a cet endroit-là qui est très utilisé comme espace public en ce moment. Voilà les stations des péages. Ça, c'est une autre autoroute aussi qui vient du sud. Elle fonctionne, elle est censée être fonctionnelle, elle est ouverte. Cette photo, elle a été prise de la voiture. En fait, on a pu s'arrêter. On a pu prendre la photo parce qu'il n'y a pas de voitures, il n'y a pas le trafic, il n'y a pas la masse critique d'usagers pour s'en servir de ces autoroutes. C'est pourquoi, parce qu'en fait, à un moment donné, on a voulu tout faire. Et en même temps, on a fait des autoroutes pour les voitures. En même temps, on a fait je pense que c'est le troisième plus grand réseau des métros au monde. Et vous les voyez là, en une décennie, on a construit plus de kilomètres que dans tout un siècle. Donc, en même temps, on a choisi, on n'a jamais su choisir un système ou l'autre. C'était tout à la fois. C'est-à-dire, c'était les métros et c'était les autoroutes à la fois. Puis, il y a un autre format des infrastructures de mobilité, c'est le train à grande vitesse. On a voulu tout faire, comme je vous dis. Donc, à un moment donné, on se retrouve que le pays est là, le deuxième plus grand réseau des TGV au monde, alors que c'est un pays très pas peuplé du tout. L'Espagne est un pays où il y a le Madrid dans le centre et puis les côtes. Mais entre Madrid et les côtes, il n'y a presque pas de population, donc il n'y a pas une masse critique d'usagers pour pouvoir s'en servir de ces réseaux,
fantastique de TGV qui passent ou qui se concentrent en passant par Madrid. Un autre moyen de transport, il fallait tout développer. Donc, on a construit énormément d'aéroports, de nouveaux aéroports, la plus partie privée, la plus partie publique. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je disais tout à l'heure, il y a 17 régions en Espagne, chacune a voulu profiter du moment de croissance. C'est-à-dire qu'on a construit des aéroports les uns à côté des autres pour concurrencer pour attirer la plus grande partie du tourisme. Donc, en ce moment, on se retrouve qu'il y a 15 aéroports qui sont très peu utilisés. Il y a pas mal d'aéroports qui ont commencé à être fermés. Cette image-là que vous voyez, c'est l'un des aéroports, au sud de Madrid. Il s'appelait Madrid Sud au début, sauf qu'il est situé à 200 km au sud de la ville. Donc, oui, c'est Madrid Sud, mais c'est un peu... Ce qui est impressionnant, c'est comment est-ce qu'on a fait des plans et comment tous ces plans ont failli. Et comment c'est un échec après l'autre. Une planification insensée, une planification délirante qui n'est fait qui est un échec total. Bon, bref, et Madrid Sud, il a été fermé il y a 2 ans. Il a fonctionné pendant 12 mois, je crois. Seulement. Il était connecté au réseau du TGV qui venait de Séville, il était aussi connecté au TGV qui allait connecter Séville et Madrid. Et voilà, on se retrouve dans des installations superbes où on fait, en ce moment, je pense qu'on a fait le dernier film d'Almodóvar a été tourné là. Donc voilà, est-ce qu'on se retrouve avec un paysage autour des Castillas, autour des deux Castillas, et éparpillé des grandes infrastructures qui n'ont pas aucun usage. Donc tous ces réseaux d'infrastructures servaient à alimenter quoi? Servaient à alimenter les nouveaux développements, les nouveaux quartiers qui ont été construits pas seulement autour de Madrid, dans la ville de Madrid, mais aussi dans la région métropolitaine de Madrid. Je vais vous expliquer vite fait comment on arrive à faire ces développements, ces petits quartiers. On a détecté, mais il y a 2 acteurs principaux qui sont les promoteurs et les élus. Il y a bien sûr d'autres acteurs dont je ne parle pas dans cette diapo, mais il ne faut pas les oublier. Il faut bien dire, il faut que ce soit clair que les architectes, les urbanistes ont été complices de cette projet. On ne peut pas dire, nous les architectes, qu'on n'était pas au courant. Donc, mais si le promoteur trouvait la parcelle ou trouvait la terre, allait à l'élu, et qui changeait l'usage. Normalement, c'est d'une façon absolument légale, c'était absolument permis. D'autres fois, il y a eu d'autres façons de faire, peut-être pas légales, mais en général, ce sont des opérations complètement légales. C'est le promoteur qui produit le plan urbain, c'est l'élu qui l'approuve. Donc, c'est cette espèce de ping-pong entre l'un et l'autre. C'est le promoteur qui construit toute l'infrastructure, c'est-à-dire qu'un promoteur, même avant de pouvoir vendre ses parcelles à d'autres promoteurs, il doit fournir toute l'infrastructure, la voirie, l'éclairage, l'assainissement, etc., les connexions avec le reste de la ville. Une fois que ça s'est fait, on peut mettre nos parcelles dans le marché. Les élus, par loi, doivent réserver un 10% de ce qu'ils gagnent avec la vente de terrain pour le logement social. Les 5% des logements de la terre doit réserver au logement social de la part du promoteur. C'est l'élu qui construit, c'est la ville qui construit les logements sociaux. Et voilà un peu le piège. Toute cette infrastructure, toute cette voirie sont maintenus ou entretenus par le promoteur pendant 5 ans. Qu'est-ce qui se passe après 5 ans? Après 5 ans, toute l'infrastructure, les voiries, assainissement, etc., c'est à la ville de les entretenir et de les gérer.
Donc, voilà une carte de Madrid. En 1997, la ville qui était complètement affamée de voir Madrid devenir la troisième ville la plus importante d'Europe, etc., lance un programme, on va dire, au moins délirant, de construction de 10 000 hectares avec de nouveaux quartiers résidentiels. Ce que vous voyez en rose, ce sont les nouveaux plans qui ont été lancés. Et au milieu, il y a le centre-ville de Madrid. Et juste pour voir un peu quelle était la différence entre le centre et la périphérie, ou les plans qui ont été lancés. Et en centre-ville, on a un quartier de ville européenne très compact, très dense, très intense, une énorme quantité d'usages. Ce qu'on fait dans les nouveaux plans, c'est un peu les compteurs. On réduit la densité des populations 10 fois. On construit une énorme quantité d'espaces publics, une énorme quantité d'espaces pas publics mais vides, une énorme quantité d'infrastructures pour desservir ces quartiers. Et surtout, ce qui arrive, c'est qu'on ne construit pas que du résidentiel. C'est une monoculture de quartiers d'un seul usage que l'usage résidentiel. Ce que vous voyez là, c'est le nord de Madrid. Et on voit comment une énorme quantité de territoires se transforme en très peu de temps. Et il n'y a pas seulement les nouveaux quartiers résidentiels qui sont construits, il y a aussi des autoroutes, et puis à droite, c'est ce que vous voyez, c'est le nouveau aéroport, le terminal 4 de Richard Rogers, qui était censé aussi d'être le cinquième, ou je ne sais pas lequel, aéroport le plus grand au monde. Voilà l'image de la bulle immobilière espagnole, une fois un quartier construit. Et ce que vous voyez là, comme je vous disais, c'est ces réseaux d'autoroutes qui détachent les différents fragments urbains. Donc on se retrouve avec un urbanisme de fractal, des fragments de villes qui sont complètement connexes. Une fois qu'on est dans un des fragments, est-ce qu'on a une espèce de buffer, des tampons, d'espaces tampons autour des logements. Et puis à l'intérieur, on reproduit quoi? Le plus facile, c'est de reproduire les blocs, l'îlot traditionnel de la grille espagnole. Et vous connaissez Barcelone, après vous connaissez tout ce que les Espagnols ont fait en Amérique latine, c'est faire une grille. Sauf qu'il y a quelque chose qui manque. Ici déjà, une énorme quantité d'espace pas occupé. Et puis, il n'y a pas un seul usage de la ville, on va dire, classique ou traditionnel. On se retrouve ici avec que du résidentiel. Même dans ce quartier-là, San Chinarro, il y avait des commerces prévus dans le rez-de-chaussée des silos de logement. Et à un moment donné, il y a une grande surface qui s'appelle El Corte Inglés qui a décidé de ne pas s'installer à moins qu'on enlève tout l'usage commercial des rez-de-chaussée. La mairie de Madrid a dit oui, ne vous inquiétez pas, on enlève tous les commerces des rues pour que vous pouvez avoir votre centre commercial. Donc, est-ce que vous trouvez ici devant un dessert résidentiel et on nous dit que c'est la ville compacte, on nous dit que c'est la ville dense, mais il n'y a rien plus loin que ça. Ça, c'est la Garden City, c'est la même densité. On n'arrive pas à atteindre entre 50 et 60 logements par hectare. Des fois, est-ce que vous voyez ces opérations comme celle-ci? Ce sont des grandes opérations de logement public. C'est les 10% dont je vous parlais tout à l'heure, qui est censé être par la ville. Et la ville, à ce moment, un peu comme une espèce d'alibi, a décidé de lancer des concours internationaux d'architecture pour avoir au moins quelques bâtiments phares de logement public afin un peu de laver sa conscience. Donc on voyait quelle est la tête d'un quartier fini. On va voir qu'est-ce qui se passe quand la crise arrive. C'est ça. La crise économique frappe le pays et du coup les promoteurs s'en vont. Et on ne fait pas des quartiers par phase. Il n'y a pas aucun phasage. Il n'y avait pas aucun phasage à l'époque parce que c'était une espèce de croyance un peu délirante qu'on allait tout construire. Donc on ne faisait pas phase 1, phase 1, phase 2. On faisait tout à la fois. Donc on déploie toutes les infrastructures. Sauf qu'à un moment donné, la crise frappe et il n'y a pas un seul promoteur qui veut continuer à construire. Ces paysages-là, ça n'arrive pas dans un seul endroit, ça arrive un peu tout autour de la ville de Madrid. En noir, ce que vous voyez là, ce sont les quartiers qui ont été plus ou moins occupés
Et en rose, vous voyez les quartiers qui restent complètement vides. Donc la différence, je vous parlais tout à l'heure de la différence entre la projection et la réalité, elle est énorme. Il faut, nous, en tant qu'urbanistes et qu'architectes, il faut qu'on pense un peu à quels sont peut-être ces scénarios qu'on en fait possible, qu'on en fait un plan urbain. Bon voilà, on avait prévu de construire un demi-million de maisons, alors qu'il n'y a même pas 400 000 personnes qui sont venues habiter à Madrid. Les prix continuaient d'augmenter parce qu'on était dans une bulle spéculative. Donc ce n'était pas tellement facile de venir habiter dans une ville qui était plus chère un jour après l'autre. Donc voilà, c'est un autre plan urbain, ce qui arrive, qui est occupé à moitié. À nouveau, le langage urbanistique, il n'y a pas grand-chose à dire. Comme vous voyez, c'est une banalité absolue. On trace une grille sur le territoire et puis on donne à chaque promoteur un îlot pour qu'il fasse son îlot fermé autour d'une cour. Par rapport à la qualité des espaces publics, il n'y a rien à dire, il y en a trop déjà d'espace public, c'est carrément pas dense. Et puis, ce que vous voyez ici, c'est, on a bien sûr nos infrastructures, nos autoroutes péages qui nous amènent jusqu'au centre commercial, et puis la vie commerciale. La vie commerçante est complètement cautérisée du reste de l'ensemble. Voilà ce qui se passe quand on est censé habiter dans un endroit comme ça. Ces logements sont habités, sauf que, par exemple, ici, cette avenue qui est plus large que l'avenue Castellana de Madrid ou que l'avenue Diagonale de Barcelone. Quand on n'arrive pas à pouvoir finir cette avenue, ce qui arrive, c'est qu'il faut habiter dans un quartier comme ça. Il y a des différents degrés de développement de tous ces quartiers. Ici, vous avez comment on a commencé à tracer que les infrastructures. Et voilà, ça c'est le même endroit. Ça c'est un degré avant de développement, mais de toute façon, j'imagine que vous vous rendez compte de la quantité de territoires qui étaient conquéris, occupés, et on va dire pour rien. C'est un énorme gaspillage des territoires, des matériaux, d'énergie. Voilà l'image que ça donne depuis des collines. Et là, ça c'est un des endroits qui, en fait, c'est un peu délirant aussi à écouter. Il y a un an que le gouvernement de Madrid a lancé la construction de 18 000 logements sur cet terrain qui sont là. Il est très difficile à croire qu'on va continuer à construire des logements, mais en fait, ça fait partie encore des plans de la ville. On vient de parler de la ville de Madrid, mais la ville de Madrid, bien sûr, c'est une région métropolitaine. Et autour de la ville de Madrid, il y a énormément de municipalités. La ville de Madrid ni la région de Madrid n'ont pas il n'y a pas une institution supramunicipale qui ordonne les territoires. C'est-à-dire que chaque municipalité a le droit, avec la loi du sol existante, à lancer ses propres plans d'extension urbaine. Et ce qu'on voit ici, ce sont plusieurs villes, n'importe quelle municipalité de Madrid peut lancer, de la façon dont je vous ai parlé tout à l'heure, peut lancer son plan d'extension urbaine. On se retrouve avec ça c'est une carte de la métropole. Ce que vous voyez en rose, ce sont des territoires plus ou moins occupés, plus ou moins vacants. Cela représente le 25% du territoire de la région métropolitaine de Madrid. Et en chiffre, c'est 323 km² des territoires vacants. Pour que vous ayez une idée, la ville de Paris, intramuros, est là 100 km² de surface. Cela veut dire que le rose que vous voyez là, c'est 3 fois la ville intramuros, la ville de Paris. Voilà, ça c'est l'un des quartiers qui était abandonné. C'est que, comme je vous parlais tout à l'heure, il n'y a pas d'effaçage parce qu'on avait des projections un peu insensées. Et cette image montre l'éclairage qui marche parce qu'il n'y a pas une phase 1 pour les logements qui ont été construits ou une phase 2 pour ceux qui vont venir. Il n'y a qu'un seul bouton, quoi. Donc ils sont éclairés la nuit, ça donne des paysages
très beau. Vous voyez toute l'infrastructure qui est là. Vous savez la récupération des ordures, les systèmes pneumatiques de récupération des déchets, etc. Sauf qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de maisons, etc., etc. Donc, étant donné que ce n'était pas assez, à un moment donné, le prix du sol était très haut, les logements étaient très, très, très hauts. Il y avait une certaine quantité de migrants qui venaient dans la région métropolitaine. Normalement, la plupart venaient d'Amérique latine. Et le prix dans la région de Madrid était trop cher. Donc, il y a plusieurs promoteurs qui ont eu une idée. C'est dire, bon, on va quitter la région de Madrid, on va occuper des territoires à Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha est la région qui est au sud et sud-ouest de la ville. Eux, on lance la construction de nouvelles villes. Ici, on se retrouve avec un cas assez connu, c'est Seseña. Seseña, c'est spécial, il profite du passage d'une autoroute publique, et il profite du passage d'une autoroute à péage privé, et au milieu, un seul fermier a vendu sa seule parcelle à un seul promoteur qui a fait faire à un seul architecte une ville entière. Voilà la ville de Seseña. Ce qu'on voit ici, c'est le passage de l'autoroute à péage. Et c'était une ville qui allait voir 5000 logements. Normalement, 1000 et quelques ont été construits. Et elle est partiellement occupée. Le problème, c'est que ça dépend d'un très petit village. Le petit village, il n'a pas les moyens, étant donné qu'il n'y a pas de résidents, il n'y a pas de votants non plus, de déployer ni des services de nettoyage des rues. Il n'y a pas une école, il n'y a pas d'équipement, donc les enfants qui habitent là doivent aller dans le petit village qui est à côté. Ce monsieur-là, le promoteur, bien sûr, il a fait faillite, il a quitté le pays, il est maintenant au Angola en train de construire des nouvelles villes. Voilà, donc ce sont les images de ce parcours-là. Là, les prix ils sont énormément. Les bâtiments ont été rachetés par les banques qui ont donné l'argent. Les prix ont énormément baissé, c'est-à-dire qu'ils ont baissé du 60% dans cet endroit-là. Et peu à peu, en fait, il y a quelques gens qui ont déménagé. Et une fois qu'on peut acheter un appartement ici à 60 000 €. Ça, c'est un deuxième cas assez similaire. C'est Castilla-La Mancha, c'est une autre province. Il faut dire qu'à la province de Toledo, la surface urbanisée est augmentée de 160%. Et la surface de Guadalajara, la surface urbanisée, est augmentée de 220%. Ici, on est à côté de Guadalajara, 11 km. À un moment donné, l'État décide de construire la ligne de TGV dont on vient de parler tout à l'heure entre Madrid et Barcelone et la faire passer par ici, pas par la ville de Guadalajara. Et l'État a aussi décidé de construire une gare, une station de TGV pour desservir Guadalajara et donner la possibilité à ses habitants d'arriver à Madrid en 20 minutes. Donc, bien sûr, il y a deux promoteurs qui ont vu les potentiels de ce terrain-là. Ils ont construit cette ville qui s'appelle Valdeluz. Valdeluz profite du passage du TGV, mais du passage du TGV, parce que le TGV ne s'arrêtait pas. Donc, ils ont construit ça. C'est Ciudad Valdeluz. Ciudad Valdeluz, elle était censée avoir 35 000 habitants. Il y a 3 000 personnes qui habitent. Et dans la partie que vous voyez là. Leur situation n'est pas confortable parce que la société du chemin de fer espagnol, elle ne veut pas faire arrêter des trains. Et si le train, parce qu'il n'y a pas de monde, si le train ne s'arrête pas, personne ne va venir dans une espèce de cercle vicieux. Ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils pourraient faire. Donc voilà, ça donne des résultats, moi je trouve des paysages magnifiques. Vous voyez là, en fait ce sont des ruines, mais ce sont des ruines qui n'ont jamais eu un usage. Non, c'est assez spécial. Donc voilà, on s'est beaucoup promené par ces endroits. C'est une espèce de ville, des zombies. Non. Et puis, bon, on se rapproche, on a ces types d'images. Et avec Ricard, on ne fait jamais des photos avec des gens, mais de toute façon, il est très difficile de les retrouver. Donc voilà, la ville de Valdeluz a décidé de clôturer certaines voies pour essayer de profiter au maximum d'une petite partie.
Et là, en ce moment, tout ça n'est pas on peut pas y marcher. En fait, ce sont des paysages que moi je trouve très émouvants, mais c'est en fait difficile d'avaler tout ce qui s'est passé. Bon, un autre format d'occupation du territoire ou d'instrumentalisation de l'architecture et de l'urbanisme, c'est la construction des grands centres culturels, grands centres de loisirs. Je viens de vous parler du Fait Guggenheim. Le Fait Guggenheim a donné énormément d'idées aux maires d'Espagne, pas seulement d'Espagne, partout dans le monde. Donc, on se retrouve ici avec le Parc Warner. Warner Brothers, il s'était intéressé à ouvrir un parc en Espagne, normalement sur la côte parce qu'il y a beaucoup plus de touristes, mais la région de Madrid a dit non, on va faire autrement. Vous allez dépenser que 5% de l'investissement total et nous, on va dépenser le reste. Ils ont choisi ces villages, c'est San Martín de la Vega qui est à 40 km au sud de Madrid, est un village agricole, etc. Donc la Comunidad de Madrid, qui est la région de Madrid, invite à certains investisseurs. Elle paye le 45% de l'investissement total. On parle de 400 millions d'euros. Elle fait payer à Caja Madrid, qui est sa caisse d'épargne, dont je vous parlais tout à l'heure, les 25%, c'est-à-dire que les 60% des 400 millions nous appartient. C'est de l'argent public. Et puis, il invite quelques autres promoteurs à construire le parc. Pas seulement le parc, il construit aussi l'infrastructure. Il construit aussi une autoroute, la M506 que vous voyez là. Pas seulement cette autoroute, mais aussi une ligne de train. Pourquoi faire? Pour construire ça. Ça, c'est le Warner Brothers Park. Moi, j'aime bien ces photos parce qu'il ne faut pas une graphique. Et on regarde tout simplement le niveau d'occupation du parking pour voir quelle est l'occupation de cet endroit. Il était censé être visité par 10 millions de personnes par an. Et finalement, il n'y a que 1 million de personnes qui vont au maximum une fois par an, parce qu'en fait, c'est pas dans la culture ni espagnole ni européenne de visiter les parcs de loisirs plus d'une fois dans sa vie. Donc, la ligne de train elle a été clôturée il y a très récemment, il y a un an. Et voilà l'aspect qui ont les parkings qui ne sont pas utilisés. Ça nous donne à nouveau une nouvelle ruine au milieu du paysage, assez fascinante, et qui nous pose énormément de questions. Ça, c'est la toute dernière ou une autre aventure des responsables politiques du pays, de la région et de la ville. Ce sont les Jeux olympiques. C'est l'autre recette magique pour la croissance économique. Et c'est les Jeux olympiques. C'est une recette qui a fonctionné très bien, comme on a vu tout à l'heure, à Barcelone. Donc Madrid s'est dit, si à Barcelone ça marchait, à Madrid ça va marcher encore mieux. Donc avant d'avoir les Jeux olympiques, la ville a décidé de construire les installations. Et voici les stades olympiques, et dans une croyance à nouveau un peu délirante que si on a déjà construit, mais on sait tous que ça ne dépend pas de la quantité d'infrastructures qu'on a construites à la fin. Donc on a lancé la construction de l'estade olympique, ça c'est le centre international de natation qui est complètement fermé. En plus, comme vous le voyez, le béton a vieilli très vite. C'est-à-dire qu'il est fort probable qu'on ne pourra pas reconstruire ou compléter ce type de bâtiment parce qu'il y a énormément de ferraille, d'acier qui est exposé au climat. Donc on n'est pas sûr de pouvoir recycler ces bâtiments. Ça, c'est un autre exemple, c'est le Centre international du cirque, truc qui se situe dans la vallée de Madrid. C'est l'idée des maires d'Alcorcón. Le maire d'Alcorcón, dont son père était clown, a décidé de faire un centre international de cirque qu'il appelait les Guggenheim. C'était quoi? Il l'appelait les Guggenheim d'Alcorcón. Voilà. Donc, pour faire ça, il a fait la chose suivante. Le centre se trouve ici. Il a coûté aussi 100 millions d'euros. Et il a lancé la construction d'un nouveau quartier qui se situe là, donc avec la promotion publique. Il a fait du logement social. Donc il a monté une entreprise publique de logement social, de logement public, pour construire ces quartiers-là. Qu'est-ce qui se passe?
que la crise, comme vous l'avez vu déjà, arrive. Donc on n'est pas arrivé à construire tous les logements que vous voulez faire. Il y avait une partie de logements privés qui ne sont jamais, bien sûr, arrivés. Les quartiers, il est resté comme ça. L'entreprise publique, elle a fait faillite. Cela veut dire que finalement, vous voyez l'état où se trouve ces quartiers. Donc l'entreprise publique qui était censée compléter les travaux, elle a fait faillite. Donc finalement, les centres internationaux du cirque se trouvent en ruine aussi. Tout cela pour vous dire que, en fait, ça n'est pas arrivé qu'à Madrid. Hein. Ça fait partie d'une politique générale de toutes les régions d'Espagne. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du roi de Siam. Le roi de Siam, il donnait l'éléphant en Thaïlande, au Siam, est un animal sacré. Est un animal sacré, mais il ne produit rien. Donc, en fait, le roi de Siam, il donnait un éléphant blanc à ses ennemis pour les appauvrir, parce que c'est quelque chose qui ne produit rien, mais il faut l'entretenir. Donc, en fait, l'Espagne, elle est aussi pleine des éléphants blancs. Il y a énormément de grands projets comme ceux que vous voyez là, qui ont été commandés à des grands stars de l'architecture, qui sont que des éléphants blancs. Ce sont des projets qui sont soit pas utilisés ou très peu utilisés, qui ont coûté énormément d'argent au public, et beaucoup plus d'argent que prévu, et beaucoup de fois poussés par les architectes qui sont les auteurs. Et en fait, ces architectes ont voulu faire des projets insensés avec des budgets énormes, et les maires ont suivi leurs propositions. Donc, en fait, cette série, elle s'appelle Learning from Madrid. C'est un très bon nom, je crois, parce que je viens de montrer ce désastre assez important qui a subi mon pays. Mais en faisant ces recherches avec les photographes, les étudiants de l'école des paysages de Pennsylvanie et mes étudiants de l'école de Belleville, on s'est rendu compte, on regardait comment il y a ce type de production des villes, ce type de production urbaine, se répète dans plusieurs endroits dans le monde. Bon, je vais très vite. J'ai visité, on a fait des travaux sur Dubaï, on a travaillé sur Panama. C'est un peu la même recette. À Panama, là, on est en train de construire, c'est la ville au monde où on est en train de construire les plus grands nombres de gratte-ciel de 100 mètres. C'est toujours avec ce sont des bâtiments qui ne sont pas occupés pour l'instant, mais qui sont dans l'attente d'occupation. On a construit, peut-être vous connaissez tous ces projets déjà, on a construit Songdo City à Corée, on a construit énormément de l'urbanisation où la ville est devenue un produit. Donc en Chine, on a fait pareil, on a mis une énorme quantité des investissements de gens dans la production des villes. Et c'est pareil là, dans ces cas-là à Kimbala, à Angola, où les gens c'est à côté de Luanda, les gens qui sont censés d'acheter ces appartements n'ont pas les moyens de les acheter. C'est une ville qui reste vide, comme Valdeluz, comme vous la voyez tout à l'heure, comme vous avez vu tout à l'heure. Il y a en fait Monsieur El Pocero qui est impliqué, le promoteur de Cesseña, la ville que vous avez vue tout à l'heure, qui est impliqué dans la construction de ce type de projet en Afrique. C'est pareil de beaucoup d'endroits dans le monde. Avec nos étudiants, on a fait une petite recherche et on a essayé de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tous ces territoires qui sont complètement abandonnés et surtout essayer de comprendre quels sont les autres, est-ce qu'il y a d'autres façons d'occuper les territoires. Bon, je vais un peu vite. On a travaillé sur l'infrastructure, sur l'introduction des principes écologiques dans la fabrication de la ville. Ce sont des choses qui ont été oubliées par cette ville qui n'a jamais été, par cette fabrication de la ville en Espagne. On a oublié qu'est-ce qu'on fait avec les déchets, on a oublié les recyclages. Et surtout, nous, en tant qu'urbanistes, on a l'impression de produire que des images fixes d'un avenir qui est parfait, qui est super. Mais peut-être ce qu'on essaye d'apprendre à nos étudiants là, en ce moment, c'est qu'il faut construire des scénarios parce que peut-être la réalité ne sera pas telle qu'on la projette. Donc on a produit pas mal de projets pour
pour la ville de Madrid, qui parle de l'espace public, de la réutilisation de tous ces espaces de notre façon, de le recyclage écologique d'un territoire comme celui de Madrid, qui a énormément besoin. Et je vais assez vite. Comment réutiliser tous les autoroutes, toutes les infrastructures qui ont été presque abandonnées, ou comment s'en servir des aéroports qui n'existent, qui sont fermés pour faire d'autres choses. Comment est-ce qu'on pourrait passer d'une économie purement spéculative, comme l'économie espagnole, à une économie productive. Donc voilà, on a produit, il y a des images, on travaille un peu avec ce qu'on appelle hyperbolic urbanism, c'est-à-dire on essaye de construire les scénarios peut-être les plus impossibles, mais pourquoi pas. Mais il faut en fait travailler un peu le cerveau afin de construire d'autres réalités de celles qu'on prévoit. Donc voilà, ce sont des images, des travaux des étudiants sur quoi faire avec tous ces territoires abandonnés. Donc là, je vais vous montrer l'un des vidéos qui a été produit par un groupe d'étudiants qui en fait enchaîne la production de la ville d'une façon globale et qui a un très bon lien avec la production de la ville que vous venez de voir en Espagne. Are you a politician seeking a new pet project for your next election? Are you a designer willing to say yes to a huge commission? Or are you a developer tired of failed investments, looking for a sure thing? Are you yearning to make Monaco or EIU's top city list? CV City creates the perfect city every time, no matter if it's a brand new city or fixing an existing one. As the need for cities grows, new cities are popping up everywhere, and this phenomenon has only just started. The commodification of urbanism is the next big investment opportunity. Make sure to get in while the market is still hot. These cities required years of planning and design work, but CV City creates the perfect city without a master plan or designer, and you're saving time and money. How do you know you're getting the best city? You don't have to trust us. Trust the media and professional organizations which have been ranking cities for years. Their judgments have allowed cities to transplant and sell good urban solutions. And now these solutions have been analyzed and their essential categories and definitions distilled into key components and packaged into a kit of parts, quickly and easily deployable in new cities. This system produces the ideal city every time. Let's have a closer look at each of these pieces and see if the product is right for you. Is your city globally connected? Ensure your city's success with global connectivity by installing these pieces of the world-class infrastructure to create the fastest transit option for your city. Achieve this with a top-of-the-line international airport and train station with high-speed rail. Define these corridors with a signature bridge and show off your extremely well-connected city with a redundant signature bridge. These cities have been charted at the top of their speed of moving people in and out of their cities, and their commitment to investing in the best technology of the age. Singapore constantly updates their transit options, most recently spending $565 billion on a high-speed rail, cutting a 5-hour journey down to only 90 minutes. Because time is money. Are you an economic powerhouse? Become an international business hub. Define your central business district with global headquarters and iconic skyscrapers. If you don't have the engine to rev up your central business district, set up a special economic zone. Sit back and watch as the corporations move in. These new economic engines for cities, much like the capitalist culture they represent, each try to outdo one another. The winner of the tallest building in the world was able to define a single central business district in Dubai, where before, there were several decentralized CBDs. Is your city a fun destination? Provide the ultimate entertainment with amusement parks, performance space, and world-class all-inclusive resorts. Take tourist money with the ultimate casino experience or retail. Have your residents live in the style with the optimal living experience or an extravagant second home. These cities mastered the art of luxury living. Panama City is the prime example. The 400 million Trump Ocean Club was just one of the 10 luxury skyscrapers constructed in 2011 alone. This was more than Abu Dhabi, Dubai,
and Shanghai. Are you a brand new city? Brand your city with a distinctive culture facility designed by the star architect like a museum or a landmark institution. Enhance the public realm by connecting it to the distinctive culture projects. Build a world-renowned stadium and lure a city team. If you build it, they will come. These success stories are testaments to the product of a distinctive cultural center. Milwaukee spent $120 million on their art museum, which generated $20 million in the first year. Do take pride in your natural assets. Value the natural resources of your city. Scope their place in the urban landscape. Define your city edge to connect the amazing natural resources. Have your residents and tourists bask in the natural beauty. The transformation of natural assets turned these cities around. Toronto's waterfront won 9 international design awards for the transformation of their post-industrial waterfront to a natural resource. How happy are your residents? Keep them happy by providing a variety of housing options to pick and choose their lifestyle. Let them choose super high or low density to find their apartment of their dreams in the sky, or pack them into a high density tower for more affordable options. Allow them to escape the downtown hustle and bustle with medium density for young families or singles, or even a backyard and white picket fence in the low density housing option. These cities have mastered all housing options, and their monetary success is a testament to keeping their residents happy. But you have to build it quickly, like Shanghai. In the past 10 years, they have built the equivalent of 800 Empire State Buildings just for housing, filling all of them. Does your city have an outdoor living room? Bonding in the living room keeps the family together. Just as the television draws the family to the living room, the signature park or sculpture is the spectacle that attracts residents and tourists. Choose from a variety of spectacles to keep your city together. Define your outdoor space and your residents will flock, bond, fly kites, and set off fireworks. These cities put in a signature public space and were granted bragging rights for the public realm. Chicago's Millennium Park is the city's largest tourist attraction, bringing people together from around the world to play, while also spurring $1.4 billion in residential property values in adjacent lots. Does your city have zero impact? Define your city as the greenest, most sustainable city. By putting these pieces together, get your efficient renewable energy in wind and solar farms. Be sure to include stormwater management practices and turn a profit with a low-impact waste management. These cities are the top of the list of sustainable cities, but they don't compare to the #1 eco-city of Copenhagen, which also claimed the title of 2014 Green Capital of Europe, a title that only cost them $30 billion. Where can you find the best examples of commodified urbanism? Who has already imported these pieces from all around the world? España. After the construction of the Terminal 4, Madrid's Barajas Airport was voted the best airport by Condé Nast. Anudu Madrid was named the largest snow entertainment and retail destination in Europe. Canopolis Madrid was ranked the world's largest movie complex. And Eurovegas is on its way to becoming Europe's largest casino. Want your city to be just as successful as Madrid? Then order your CV City right now. Call 1-800-COPY-PASTE. Bon, peut-être il y a des images ou des projets qui sont un peu bon, ce sont des travaux de citoyens. Moi, je préfère définir avec cette image. Et l'une des choses dont je parlais au début de cette conférence, c'était comment la nature a repris le chemin, comment la nature a reconquéri toutes ces ruines. Et c'est l'un des aspects qu'on retrouve pour l'instant dans tous les endroits qu'on est allé visiter. Et moi, je crois que c'est un très bon moment pour s'arrêter, pour réfléchir, et pour arrêter de mettre la pression sur les territoires et laisser la nature revenir. Je pense que ce qu'on vient de voir, c'est une invitation à continuer à réfléchir sur les villes qu'on va construire demain. Merci beaucoup.
Merci Javier pour cette présentation. On va prendre une période de questions-réponses. On peut faire ça en français ou en anglais. Alors, je vais vous demander de lever la main. Je vous passerai le micro pour qu'on puisse enregistrer les questions et les réponses. Moi, j'avais peut-être juste une question sur la réception en fait, de ce projet-là à partir des pouvoirs publics en fait, à Madrid et puis en Espagne. Et comment on peut prétendre à lancer une nouvelle politique d'urbanisme en Espagne aujourd'hui en tenant compte de ces villes fantômes, en fait, de ce phénomène urbain qu'on retrouve depuis les 5 dernières années maintenant en Espagne. C'est très difficile. C'est un sujet très politique. Moi, je ne voudrais pas y entrer, mais il faut. Donc, en fait, la question, c'est qu'il arrive ce que, dans la plupart des cas, il y a bien sûr des exceptions, les responsables de cette situation sont toujours au pouvoir. C'est-à-dire qu'il est très difficile pour quelqu'un qui est responsable de cette opération spéculative, qui est toujours au pouvoir, de penser autrement. Je vous donne un exemple, c'est Madame la maire de Madrid et la femme du monsieur le président Aznar qui a signé la loi du sol qui libérait tous les sols dans le pays. Voilà l'idéologie qui continue à gouverner ou qui est au contrôle, qui est au pouvoir en Espagne. Il est très compliqué de faire face à cette situation quand c'est nous qui l'ont provoquée. Donc, bien sûr, la crise est arrivée. Moi, je crois qu'une façon de se défendre contre cette situation a été de ne pas la regarder. Je pense que c'est logique. Hein. Je pense que c'était un moyen de se défendre. Et les pouvoirs de Madrid, si on parle, là, je vais parler de Madrid que je connais beaucoup mieux, et la mairie de Madrid ne parle pas de ces endroits pour l'instant. Et toutes les politiques sont allées vers les centres-villes. Les réaménagements du centre-ville, les boulevards classiques, etc., etc. Il y a toute une courante d'urbanisme tactique qui s'est déclenchée. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a beaucoup d'architectes espagnols qui font de l'urbanisme tactique parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Mais personne, pour l'instant, s'est posé la question de quoi faire avec tous ces territoires. Je pense qu'il y a un énorme chemin à faire. Et il faut d'abord admettre l'erreur. Et je pense qu'au moins à Madrid, les pouvoirs politiques ne sont pas là du tout. Comme on en parlait tout à l'heure, moi j'ai montré ce travail à la mairie de Madrid. Et après 10 mois de travail pour faire une expo, pour le montrer, on a rencontré les gens du bureau d'urbanisme de la ville de Madrid qui, ce n'est pas qu'ils étaient contre ce projet d'exposition, ce projet contre qu'on montre ça, ils niaient la situation. Donc ils disaient tout simplement que c'est une question de temps. Il faut attendre peut-être, la projection c'était d'avoir fini ça en 5 ans. Ok, il y a la crise, on le finira dans les 10 ans à venir. Mais c'est un total denial de ça. Donc je pense que tout changement doit venir par un changement de politique urbaine. Qui a payé pour tout ça? Tous ces gens qui ont fait faillite, qui finançait tout ça à ce rythme-là? Parce qu'on a beau avoir des développeurs, il reste qu'il y a dû avoir une politique globale, ou est-ce que c'est venu du Fonds monétaire international? Est-ce que c'est venu d'un pays en particulier? Est-ce que c'est venu de Dieu sait quoi, là? Mais avez-vous trouvé des réponses là-dessus? C'est très difficile à répondre, mais ce sont les capitaux internationaux, comme je vous disais tout à l'heure. À un moment donné, quand l'Espagne est rentrée dans l'euro, c'était une espèce d'Eldorado. Donc à ce moment-là, il y avait tout un territoire exploité, une énorme croissance, et les capitaux dans la bourse, la bourse ne marchait pas trop bien. Donc une énorme quantité. L'Allemagne, qui est la locomotrice de l'Europe, n'allait pas trop bien. Il y avait énormément d'architectes allemands qui venaient travailler en Espagne, en fait. Et il y a eu une espèce de détour des flux des capitaux vers les banques espagnoles qui ont commencé à investir des énormes sommes d'argent dans ces endroits-là sans aucun contrôle.
Donc en fait, il n'y a pas eu aucun contrôle de la part de la Banque d'Espagne. La Banque d'Espagne, il y a plusieurs rapports qui, là, on est en train de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a plusieurs rapports de la Banque d'Espagne qui sont sortis à l'époque en disant tous ces investissements sont insensés, sont délirants, mais le pouvoir, l'État, a décidé de ne pas faire face. Ils se sont dit, bon, oui, ça va se ralentir, rien ne va se passer, mais on ne va pas arrêter drastiquement les investissements qui sont en cours, surtout de la part des caisses d'épargne. Avec les banques commerciales qui cherchent que le profit, ils se sont bien sûr rendus compte qu'il y avait énormément des investissements qui étaient délirants, comme j'ai dit, mais les caisses d'épargne étaient dans les mains des pouvoirs régionaux qui ne voulaient que faire ces projets insensés. Et en fait, c'est l'Europe, finalement, qui en 2012 a dû commencer à bail-out, je ne sais pas comment on dit, faire un bail-out notamment l'une des banques, qui est la Banque régionale de Madrid, la Caisse d'épargne de Madrid, qui s'appelle Bankia en ce moment, avec 40 milliards d'euros. Donc voilà, c'est une dette que là, les taxpayers espagnols doivent payer. Merci d'avoir fait tout ce chemin. Juste pour compléter la question, ça veut dire donc que c'était le gouvernement espagnol qui garantissait les prêts des banques? Je ne comprends pas, excuse-moi. Pour compléter la question de madame, dans le fond, ce que vous dites, c'est que c'est le gouvernement espagnol qui garantissait le prêt que les banques faisaient aux promoteurs? Ce n'est pas exactement le gouvernement espagnol qui a lancé les prêts. Bien sûr, la régulation qui vient de la part de la Banque d'Espagne était assez, relaxée. Et tout ça pour dire qu'il n'y avait pas on ne regardait pas exactement le contenu de ces investissements. Il y avait un promoteur qui voulait construire, je ne sais pas, un parc d'attractions n'importe où, qui voulait 400 millions d'euros pour le faire. Et si la personne au pouvoir dans la caisse d'épargne était intéressée à le faire, parce que la grandeur et d'autres raisons, et cette caisse d'épargne, elle a donné l'argent. Et on va dire que normalement, ce sont les régions espagnoles avec on va dire la conformité par les biais des lois et la conformité de l'État qui a accepté que tous ces types d'investissements délirants soient faits. OK, merci. Ma vraie question, c'était quand vous dites que ces projets-là ont été acceptés par le gouvernement, puis en entente avec les promoteurs. Vous avez dit que c'était pour booster la croissance économique, c'est ce qu'on donnait comme argument. Est-ce que ça répondait, parce que j'ai manqué comme les premières minutes de votre conférence, est-ce que ça répondait à un besoin par rapport à la surpopulation de Madrid? Non, du tout. Comme j'essayais de dire tout à l'heure, il y avait des projections complètement délirantes qui sont faites pour justifier tout ce type d'investissement. Et comme je vous dis, la construction d'infrastructures, la construction des logements est devenue un produit, est devenu la fin. C'est-à-dire que l'infrastructure ou les logements ne venaient après la croissance économique. L'infrastructure et les logements sont devenus la croissance économique. Donc il y avait des projections pas tout à fait réelles par rapport au trafic dans les autoroutes qui est jamais venu, par rapport aux quantités de gens qui allaient venir habiter en Espagne ou à Madrid. Et le plan de 1997 pour la ville de Madrid prévoyait l'arrivée d'1,5 million de personnes. Qui ne sont jamais venus, bien sûr. Il y a environ 400 000 personnes qui sont finalement arrivées. Et c'est toujours des projections qui sont en ce moment, quand on les voit, ou quand on lit les documents de l'époque, comment est-ce qu'on a pu faire ce type de projections. Mais à mon avis, il y avait des prévisions à très court terme et des prévisions de rentabilité à très, très, très court terme très importantes. Et puis, il y a une énorme quantité de gens qui se sont énormément enrichis en faisant ça.
c'est-à-dire les gens qui ont fait les gens qui ont fait cette planification, les gens qui ont fait cette projection insensée, ils ne sont pas souffert après les conséquences de la crise économique. Bien sûr, il y a une hiérarchie et il y a un petit pourcentage de la société espagnole qui s'est énormément enrichi grâce à ce système. Puis en complément de ma question, est-ce que vous avez observé ça ailleurs dans le monde? Moi, je vous glisse à l'oreille l'idée de Griffintown à Montréal, la Tour des Canadiens, des projets qui actuellement sont censés... en fait, on continue de construire autour de Griffintown puisqu'on n'arrive pas à vendre tous les condos. On dit on va continuer de construire, comme ça on va pouvoir mettre en valeur les projets qui ont déjà été construits là. Est-ce que vous voyez ça ailleurs dans le monde, ce genre d'attitude-là, de dire on fait un projet immobilier pour attirer la croissance? Absolument, absolument. C'est ça qu'on est en train de regarder surtout. Et on a un peu arrêté de regarder ce qui s'est passé à Madrid parce qu'en fait, venant de Madrid, c'est un peu douloureux. Et du coup, on a ouvert, on a élargi. Et en fait, c'est le même système qui est utilisé dans beaucoup d'endroits dans le monde. Les cas du Canada, je les connais très peu, donc je ne veux pas parler. Mais en Chine, par exemple, c'est l'échelle la plus grande où on est en train de booster la machine de production des logements afin de maintenir la croissance du pays. Il y a énormément d'experts qui parlent déjà d'un éclat de la bulle immobilière en Chine, qui est j'espère pas, hein, mais qui ça aura des conséquences très graves dans l'économie mondiale. Mais bon, de toute façon, je ne veux pas aller dans ce type de pessimisme ou de projections parce qu'on ne sait jamais. Mais c'est vrai que l'urbanisation est un instrument qui est utilisé par énormément des pays. Moi, j'habite entre Paris et Madrid, je connais Paris très bien. Et là, à Paris, on vient de lancer le projet du Grand Paris, qui avait énormément d'expectatives, qui nous parlait de toute façon de concevoir la ville, et de beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous les connaissez, c'était un concours international très stimulant, très intéressant. Finalement, moi, je me retrouve, personnellement, peut-être je me trompe, mais je me retrouve avec un projet d'infrastructure pour faire de nouvelles gares de trains et pour donner les terrains qui sont autour aux promoteurs privés. Donc c'est un peu la même démarche qu'on vient de voir en Espagne. Et le contexte il est différent, bien sûr. De toute façon, spéculer, c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. Hein. On spécule depuis le temps de l'Empire romain. Et je pense que ça fait partie de la condition humaine. Et il y a des bulles spéculatives qui ont été déclenchées aux États-Unis dans le 19e siècle, quand on construisait les chemins de fer vers l'ouest. Donc, il y a aussi la bulle de la tulipe aux Pays-Bas dans le XVIe siècle. Il y a d'autres phénomènes de spéculation. Et ça, à mon avis, ça va continuer parce que ça fait partie un peu de la condition humaine. Peut-être il faut apprendre, learning from, il faut apprendre des cas d'échec, mais je n'ai pas une réponse. Je ne sais pas si ça va s'arrêter ou pas. Oui. Est-ce qu'il y a un endroit où ça a pu être renversé, cette espèce de vapeur Avant que ça éclate? En Espagne, bien sûr, non. Et je connais pas de cas où une bulle spéculative s'arrête parce que il y a quelque chose de très humain qui est, je ne sais pas comment est le mot en français, c'est greed. Donc, je ne sais pas comment on dit ça. L'avarice. Oui. Donc, je pense que ça ne s'arrête pas à moins que la bulle éclate. On a regardé énormément de processus spéculatifs sur le territoire ou économiques. Et là, j'essaye de penser à quelqu'un qui s'est arrêté avant, mais ma réponse, elle est malheureusement négative. On a peut-être le temps pour une dernière question. Ou deux.
Concernant les projections plus d'aujourd'hui et de demain pour l'Espagne, ça serait de continuer dans ce sens-là, comme vous disiez avec Madrid, malgré tout? Ou est-ce qu'il y a quand même des personnes qui se posent et on va tirer des conclusions des erreurs qu'on a fait du passé? Je crois oui, nécessairement, parce que je pense qu'on a pris, je l'espère. Et ce qui est un peu effrayant, en fait, c'est de voir comment, je vous parlais tout à l'heure, comment les personnes qui sont au pouvoir maintenant, ils étaient au pouvoir à l'époque. Et comment ces gens, par exemple à Madrid, une fois que la bulle immobilière avait éclaté, qu'il y avait un 30% des chômeurs, etc., comment la table de sauvetage, comment est-ce que ça sort de ça? Ça a été par le lancement d'un programme, le lancement d'un projet qui est le Casino Eurovegas. C'est-à-dire que ces gens-là, la seule idée qu'ils ont eue pour essayer de nous sauver de ce naufrage a été de reproduire les mêmes projets. Qui est le casino, c'est un casino Eurovegas qui allait être payé par la compagnie Sands Corporation. Et c'était incroyable de voir comment les régions de Madrid et la région de Catalogne, Madrid contre Barcelone comme toujours, ils se sont lancés à concourir pour avoir ces projets-là. Donc ils ont presque voulu ils ont voulu offrir les terrains à M. Sheldon Adelson, qui est l'une des personnes que vous avez vu là, qui est propriétaire des casinos à Las Vegas et à Singapour et à Macao, pour faire une énorme ville du jeu. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec la même recette. C'est ça qui effraie un peu. Et peut-être on arrête de construire des logements, mais la formule qu'on nous sort, c'est la construction d'un casino. Au même moment, la mairie de Madrid, pour l'année dernière, s'est lancée dans la 3e bid aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'on reproduit les mêmes recettes. Mais moi, je suis optimiste, dans le sens que je crois, d'accord, ce sont les mêmes gens qui nous ont amenés jusqu'ici. Quelles idées vont-ils avoir? Pas les mêmes, parce que ce sont les mêmes gens. Mais par contre, j'ai la confiance à un changement profond dans les pays d'ici aux prochains 2 à 3 ans. Je pense que la société espagnole, après voir ça, c'est dur de vivre ça. C'est très, très dur. Donc, je pense qu'on s'est défendu contre cette situation et on a fait comme ça. On a voulu pas regarder. Mais je pense que ça c'est finalement en train de changer. Il y a des changements dans le monde de la politique qui sont en train d'arriver. Et moi, j'ai l'espoir qu'on va vers quelque chose d'autre. Je ne sais pas laquelle, mais je pense que le pays a besoin de se revoir à l'intérieur et arrêter de faire les mêmes types de choses. Mais pour l'instant, on a essayé de sauver la situation avec les mêmes formules. Vous avez parlé des vétérans qui venaient sur l'autoroute faire du vélo. Pardon? Oui. J'aurais aimé savoir jusqu'à quel point vont ces pratiques alternatives en fait, de la ville. Et également, quel intérêt proposent toutes ces infrastructures qui sont mises en place et qui ne servent pour l'instant à personne. Comment elles peuvent attirer et pourquoi, au contraire de Détroit, qui est également une ville en déclin, pourquoi ces ruines-ci qui n'ont pas de passé n'attirent pas, alors que celles de Détroit attirent largement des touristes du monde entier? Déjà Détroit est aux États-Unis, donc le marketing fonctionne mieux. Mais c'est un cas très très différent. C'est un cas très différent. C'est pas du tout Détroit. On n'est pas à Détroit, on n'est pas dans une ville de l'Allemagne de l'Est. C'est pas a shrinking city. Non, c'est pas ça. Détroit est une ruine. Et alors, ce qu'on voit ici, ce sont quelque chose qui allait devenir quelque chose, mais qui n'a jamais été utilisé comme tel. Donc, Madrid est une ville qui est toujours en croissance, sauf qu'on a fait des projections qui n'étaient pas bonnes.
Donc la ville de Madrid, bien qu'on est dans un moment très difficile, n'a pas fait faillite comme Détroit et n'est peur de la population comme Détroit. Donc ce n'est pas exactement la même chose. C'est un cas un peu différent. Et puis, deuxièmement, en répondant pour qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, je vous parle de l'exemple de l'Irlande. L'Irlande, c'est un pays qui a aussi subi une bulle immobilière, avec des différences bien sûr, et une bulle immobilière assez importante. Et en Irlande, ce qu'on a commencé à faire, c'est démolir. Et c'est peut-être une des choses que moi je crois qu'on pourrait commencer à se demander quelle est la rentabilité de démolir. Moi j'ai une étudiante à Paris, à Belleville, qui a fait une petite étude sur combien d'argent est-ce qu'on pourrait récupérer, par exemple avec tout l'acier galvanisé qui dort dans ces rues-là. Vous voyez tous les lampadaires là, c'est de l'acier galvanisé, très facilement recyclable. Donc je ne sais pas si la solution ou un certain avenir, c'est s'en servir de tous ces endroits, 320 km² de territoire, comme carrière. Donc ce sont des projets peut-être à essayer de développer. Par rapport à la question touristique, je ne crois pas trop. Je ne sais pas si ça apportait grand-chose. Ce qui est plus intéressant, c'est l'usage spontané de ces endroits. Et là, il y a énormément de résidents qui habitent pas loin, qui ont la possibilité de se promener, comme vous avez vu, de se promener dans des endroits magnifiques. Mais la question du tourisme, ça reste un peu difficile à vivre. Pourquoi pas, hein. Mais je ne la vois pas trop. Oui, bon, déjà, c'était une des volontés du photographe, de Ricardo Espinosa, de ne pas photographier des gens. Jamais. J'ai eu toujours très mal à lui convaincre de mettre des gens dans les endroits. Il y a des gens, il y a tout à fait des gens, mais en fait, moi j'ai parlé tout à l'heure avec Simon aussi. C'est très douloureux. Et pour nous, de vivre ça. Nous, on a décidé aussi, de façon exprès, de ne pas mettre les gens dedans, d'être un peu détaché de ces situations et de la voir d'une façon un peu plus, un peu plus clinique. C'est pour ça qu'on essaye de ne pas montrer les gens, quoi. Ouais, c'est une décision voulue. C'est comme ça qu'on a voulu faire ce travail. Il y a des gens, mais il y a très peu. Hein. Donc voilà. On va prendre une dernière question. Oui, vous mentionniez tantôt d'apprendre de ces expériences. Pourrait-on établir un parallèle avec une autre période de l'histoire espagnole, il y a 4 siècles, où l'Espagne s'est construit un empire qui a fourni des capitaux, c'est-à-dire l'or d'Amérique latine, du Pérou, l'or, l'argent, pour finalement faire de la spéculation, de construire des palais, l'Escorial ou des cathédrales. Et ensuite, quand tout ça s'est terminé, en Bonnie, on a rasé les forêts espagnoles pour pouvoir construire les galions qui amenaient l'or. Oui, mais comme je disais tout à l'heure, les spéculations font partie de la condition humaine. Hein. Donc, il n'y a pas que les Espagnols qui nous spéculaient. Et bien sûr, il y a certains parallèles. Il y a certains parallèles par rapport à comment on a construit un empire à force d'exploiter les ressources de l'Amérique latine, notamment. Et comment très peu de gens ont amené cet or et cet argent jusqu'à Séville pour payer l'argent qui avait été emprunté aux banques allemandes. Tout à fait, il y a certains parallélismes, mais il y a aussi une grande distance. Moi, je ne dirais pas que ça fait partie de la condition de l'Espagne, mais c'est quelque chose de beaucoup plus général, hein, ou sociétal ou humain. Je ne sais pas, j'ose pas faire des parallélismes. Il y a des moments dans toutes les sociétés où les choses ne vont pas si bien.
Et notamment, par exemple, dans l'histoire plus récente du pays, c'est 1898. Vous connaissez la crise du 98, quand l'Espagne perd le petit empire qui lui restait. L'Espagne perd les îles Philippines et Cuba. Et ça c'est une catastrophe dans la société, dans la culture, qui a des énormes répercussions sur les années qui sont venues après. Moi, je crois que peut-être on est dans une situation un peu similaire, des dévastations sociales, morales, etc. Mais moi, en fait, je voudrais donner un message un peu optimiste, hein, parce que peut-être je parle un peu lentement, mais en fait, déjà, on est là pour apprendre. Et deuxièmement, moi, je crois qu'il fallait finir... comment dire ? Franco est mort en 1975. La transition espagnole a été super, mais je crois que la transition espagnole, elle doit finir. Et c'est le moment de le faire. Ça, c'est un message trop politique, ça fait partie d'une idéologie que je ne voudrais pas trop lancer ici, parce que je pense que ce n'est pas le contexte. Mais peut-être on est arrivé au moment où la transition espagnole finalement finisse et qu'on rentre dans une nouvelle étape. Et ce que je veux dire par ça, c'est que peut-être, oui, on a dû subir cette situation pour passer à autre chose. Mais le plus important, c'est qu'à mon avis, on va passer à autre chose finalement. Voilà. Je pourrais être optimiste. Merci Javier pour votre présentation. Je crois qu'on va vous remercier d'être venu depuis Madrid via l'Université de Pennsylvanie. Donc merci encore pour ce soir. Merci à tous.